Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. 5 heures de tête-à-tête de part et d'autre d'une table de près de 4 mètres de long pour tenter de se rapprocher. Lundi 7 février, le président Macron était à Moscou pour tenter de convaincre son homologue russe de faire baisser la pression à la frontière ukrainienne. Une longue discussion conclue par une conférence de presse des deux présidents, conférence de presse dans laquelle Vladimir Poutine a égrené ses griefs à l'encontre de l'Occident. L'OTAN ne l'écoute pas, les pays baltes sont russophobes, l'Union a laissé faire Euromaïdan, un coup d'État selon lui. Emmanuel Macron, de son côté, a proposé un plan de sortie de crise avec un seul objectif en vue, la désescalade. Un objectif atteint, selon l'Elysée, où l'on assurait que le Français avait obtenu du Kremlin l'assurance d'un retrait des troupes russes de Biélorussie après les manœuvres prévues ce mois-ci, et l'arrêt des manœuvres russes à proximité de l'Ukraine. Une déclaration démentie presque aussitôt par Moscou où l'on explique que la France n'est qu'un simple membre de l'OTAN et de l'Union européenne et qu'elle n'a donc aucune légitimité à passer un accord. Alors on va essayer d'y voir plus clair ensemble, Jean-Marie et Alain. Malgré ce démenti russe, la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron à Moscou, Kiev et Berlin semble tout de même avoir fait quelque peu baisser la tension, Jean-Marie. Oui, alors c'est vu de notre point de vue en France, parce qu'on était évidemment les yeux fixés sur cette rencontre, et le discours de désescalade prôné par Emmanuel Macron s'est traduit par aussi une déclaration russe un petit peu plus tard, disant il y a quelques signes positifs. Et cela est intervenu après que Emmanuel Macron eut rencontré le président ukrainien. Et avec le président ukrainien, en effet, il a aussi parlé de relancer le processus de Minsk, le fameux processus à 4, qui doit d'ailleurs être relancé et dont la France considère que c'est l'alpha et l'oméga de la gestion de cette crise et d'arriver vers une solution. C'est difficile en même temps d'y voir clair parce que, vous voyez, nous, on était sur cette idée de désescalade avec les signes encourageants que l'on pouvait observer. Mais si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, à Londres, on a eu une sortie du Premier ministre Boris Johnson extrêmement alarmiste sur le thème « Nous allons vivre des heures décisives et nous allons vivre les heures les plus dangereuses ». Donc il a alerté le Parlement britannique sur l'idée qu'au fond, la guerre était peut-être imminente. Et quelques heures plus tard, vous avez le secrétaire d'État américain, mais aussi le président américain, qui demande aux ressortissants américains de quitter l'Ukraine, en expliquant que de toute façon, les soldats américains ne viendraient pas au secours de l'Ukraine si l'Ukraine était envahie, et que donc, même s'il y avait des ressortissants américains à évacuer, il n'y aurait pas de soldats américains pour les évacuer. Et Boris Johnson lui-même, dans son alerte aux Britanniques, disait « Mais nous n'interviendrons pas. Nous montrons le niveau des sanctions, mais nous n'interviendrons pas. Mais nous sommes peut-être au seuil d'une invasion. » Donc, vous voyez, il y a ces différents sons de cloche et il est difficile dans tout ça d'y voir vraiment clair et de savoir jusqu'où Poutine veut aller et ce qu'il a véritablement en tête, hormis tout ce tintamarre et cette ambiance d'avant-guerre pratiquement, qui est l'ambiance dans les chancelleries, etc., avec les renforcements. Alors, on peut considérer que ces renforcements sont modestes, puisque les Américains vont envoyer 2 ou 3 000, je crois, soldats en Roumanie. Les Français ont dépêché quelques centaines, je crois, d'hommes en Lituanie, aux côtés de 800 Britanniques, tout ça étant un dispositif estampillé OTAN, mais ça n'est pas à la mesure des 135 000 maintenant soldats russes qui seraient massés à la frontière ukrainienne. Les Anglais, Américains et Français aussi disent que l'armée ukrainienne serait probablement apte à faire face. On n'en sait rien en fait, donc voilà où nous en sommes. Alain, Jean-Marie expliquait qu'on avait du mal à y voir clair. Effectivement, des escalades du côté français, tensions à craindre du côté anglais et américain. Il faut dire que Vladimir Poutine non plus n'est pas très lisible et qu'il a alterné plusieurs phases depuis le début de la crise ukrainienne. Je crois que dans notre conversation, le mot important, c'est guerre. Parce que là-dessus, Vladimir Poutine a gagné. Il peut effectivement faire la guerre, c'est-à-dire qu'il a plusieurs scénarios militaires possibles et il y a peu de chances que l'armée ukrainienne puisse y répondre. En tout cas, ça sera une guerre, peut-être une mini-guerre ou une moyenne guerre, on ne sait pas. Bon, il y aura un premier signe, c'est la date de 20 jours, puisque Moscou a dit que dans les 20 jours, il mettrait un terme aux manœuvres en Biélorussie, où il y a 30 000 soldats russes qui font des manœuvres en Biélorussie. Ils sont à 200 km de Kiev, hein.
c'est pas très loin. Avec l'accord du président biélorusse. Bien sûr, avec l'accord de Loukachenko, qui est l'obligé de Vladimir Poutine, parce que sans Vladimir Poutine, Loukachenko ne serait peut-être plus au pouvoir, puisqu'il a perdu les élections, mais qu'il se maintient par la force au pouvoir. Donc il y a ça. Peut-être qu'il y aura une opération, on ne sait pas. Mais l'important, je crois, pour les Russes, quand on se met vu de Moscou, c'est de maintenir en Europe cette atmosphère de guerre. Et ça, c'est nouveau. Il peut retirer ses troupes de Biélorussie, il peut même retirer ses troupes, il l'a déjà fait une fois, de la frontière avec le Donbass, de la frontière ukrainienne. Les armes restent, les bases restent. Il peut les ramener très vite. Et il peut faire ça. L'important, c'est de dire aux Occidentaux, tant que je n'aurai pas satisfaction, je maintiendrai cette possibilité de la guerre en Europe. Et ça, c'est nouveau, sur le plan stratégique, sur le plan politique, pour les opinions publiques. Ça, c'est nouveau. Alors on peut se demander, pourquoi maintenant ? Puisque l'origine de la crise reste assez mystérieuse. Je vous rappelle qu'en juin, le 16 juin, à Genève, 3h30 de conversation entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Et Poutine sort en disant une conversation assez constructive, sans aucune hostilité de la part du président américain, même plutôt le contraire, dit-il. Je lis cette citation. Et que sort-il de ce sommet russo-américain? 2 négociations, une sur les questions de cybersécurité et une deuxième sur le contrôle des armes nucléaires. Et vous me direz, ils se sont rencontrés pendant 3h30 et Poutine n'a pas posé en juin la question de l'appartenance ou de l'éventuelle appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Ça, c'est très intéressant. Donc, cette question-là, ne pas oublier non plus que Poutine, lorsqu'il revient au pouvoir en 2012, la pose pour la première fois. Mais lorsqu'il est au pouvoir avant, ces 2 précédents mandats, il ne pose jamais cette question comme étant une question stratégique de première importance pour la Russie. Donc soudain, ça vient. Et ça vient à la suite d'un incident intéressant qui se passe précisément dans la bataille sur le front entre les séparatistes du Donbass, appuyés militairement, encadrés par les Russes, et les forces ukrainiennes. Et en octobre, il y a un échange d'artillerie, une batterie d'artillerie du côté des séparatistes, des sécessionnistes du Donbass, et les forces et l'armée ukrainienne y répond en envoyant un drone de fabrication turque, qui passe pour les meilleurs drones sur le champ de bataille de l'industrie très sophistiquée d'armement de la Turquie. Une entreprise qui est célèbre maintenant, qui fabrique les drones Bayraktar. Celui-ci est un drone TB2, donc c'est un petit avion impressionnant, et qui a totalement détruit la batterie des sécessionnistes russes. Et c'est là que Poutine réagit. Il dit, il y a maintenant, de la part d'un pays de l'OTAN, la Turquie, qui livre des armes à l'Ukraine, il y a danger pour nous. Et si ça continue comme ça, eh bien, il y aura de plus en plus de ce type d'armes aux frontières de la Russie. Il faut noter qu'à ce moment-là, 2 pays ont aussi critiqué l'utilisation par la Turquie de drones dans le cadre de cette bataille entre Ukrainiens, les sécessionnistes d'un côté, l'armée ukrainienne de l'autre. Ces 2 pays sont l'Allemagne et la France. 2 pays d'ailleurs qui s'opposent à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et s'y sont opposés en 2008. L'Allemagne et la France disent oui, ça introduit sur le champ de bataille une arme supplémentaire et on franchit un cran de ce point de vue-là. Je ferai aussi remarquer que lorsque ces drones ont été utilisés par l'armée azerbaïdjanaise en 2020, lors des batailles qui ont permis à l'Azerbaïdjan de reprendre aux Arméniens un certain nombre d'avant-postes qu'il y avait à la frontière entre les 2 pays. Là, Moscou n'a rien dit. Et ce qui a fait la différence, aux mains de l'armée azerbaïdjanaise, c'était les drones turcs, les fameux Bayraktar. Entreprise dirigée par le gendre du président Erdogan, dont les relations avec la Russie sont très compliquées. Voilà un peu ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il faut dire aussi que ça intervient à un moment où ils ont une 4e année sans croissance en Russie, où l'inflation est très forte, où les sondages disent que Poutine est moins populaire qu'il n'a jamais été. Et on a le sentiment que cet ensemble de considérations vont l'amener à mettre soudain sur le terrain une revendication qu'il n'a pas posée lors du sommet avec Joe Biden.
Alors on entend cette technique souvent éprouvée de président de créer un ennemi extérieur pour se renforcer sur le plan intérieur, mais malgré tout quand même, j'ai l'impression à vous écouter depuis quelques semaines dans ce podcast que le gros point pour Poutine, c'est quand même la finlandisation de l'Ukraine et la neutralisation de l'Ukraine, ce à quoi finalement la France est plutôt prête, l'Ukraine je pense un peu moins, mais est-ce que c'est pas ça le véritable enjeu qui pourrait débloquer la situation ? Je pense que le véritable enjeu pour Poutine, ça reste le changement du pouvoir à Kiev. La finlandisation, ça peut être une étape intermédiaire, ça peut être une solution momentanée de compromis à condition que les Ukrainiens l'acceptent, parce qu'en effet, c'est plutôt bien vu de notre côté. Quand je dis notre côté, c'est le côté plutôt français. Du côté ukrainien, pas du tout. Ils ont peut-être en même temps une vision un peu caricaturale de la finlandisation, parce que la finlandisation, c'est aussi le souvenir pour les Russes, un souvenir assez douloureux pour les Russes, parce que lorsqu'ils s'étaient portés à l'assaut de la Finlande, justement, ils avaient subi de graves revers et les Finlandais avaient magnifiquement résisté. Puis, à l'issue de la guerre, il en est sorti ce statut si particulier. Mais regardons, c'est une neutralité, oui, cette sorte de neutralité. Mais cette neutralité, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'attitude de Vladimir Poutine, elle est remise en cause par les Finlandais eux-mêmes et par les Suédois eux-mêmes, qui sont neutres et qui ne veulent plus l'être et qui se posent la question, la Suède ayant rétabli son service militaire, la question de l'adhésion à l'OTAN. Je pense que l'objectif, il a redit d'ailleurs à Emmanuel Macron, et il le dit dans ses textes, il le dit partout, pour lui, Maïdan, c'est un coup d'État. Et c'est donc la CIA, c'est les États-Unis, etc. Comme il ne croit pas à la démocratie, il ne croit pas à la sincérité du vote, il ne peut pas un instant penser qu'il y a eu cet élan populaire pour changer le gouvernement en Ukraine. Donc il veut changer le pouvoir en Ukraine, il veut remettre en Ukraine quelqu'un qui lui soit favorable, qui soit son obligé, comme disait Alain tout à l'heure, du président biélorusse. Et il ne déviera pas de cette ligne-là, même si entre-temps, en effet, par étapes, on peut passer par des discussions sur la dite finlandisation. La finlandisation, la discussion peut porter sur une forme de neutralité. Et ça, il n'y a pas de raison de ne pas en discuter. Les Américains en parlent, les premiers, les Français en parlent, les Allemands aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas en discuter. Mais le terme est trompeur, comme disait Jean-Marie. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? L'Union soviétique n'a jamais contesté l'indépendance de la Finlande. Jamais. Elle n'a jamais contesté. Elle appréciait le fait que la Finlande n'était pas dans la guerre froide. Elle était neutre. Elle n'était pas dans l'OTAN. Elle tenait relativement des distances sur le plan diplomatique et politique entre les deux camps, l'Union soviétique et les États-Unis. Mais il n'empêche, la Finlande était un pays dont personne ne contestait l'indépendance. C'était une démocratie très avancée et très brillante sur le plan économique. Très bien. C'est pas du tout la situation de l'Ukraine. Poutine, en juillet, a écrit qu'il contestait qu'il existât une identité nationale ukrainienne. Il dit « ce sont des Russes ». On ampute la Russie d'une partie de son territoire historique, avec tous les liens religieux, familiaux qu'il y a entre nous. Donc Poutine conteste même l'idée d'indépendance de l'Ukraine. Donc s'il y a une négociation, elle pourra porter sur un statut de neutralité. Mais il faudra que l'OTAN soit partie à cette discussion, que la Russie soit partie à cette discussion, et l'Ukraine. Et rien ne se fera sans l'approbation de l'Ukraine. J'irai encore plus loin que ce qu'expliquait Jean-Marie tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, après que les Ukrainiens, à 92%, aient voté pour l'indépendance du pays en 1991, il n'y avait que 20% de l'opinion publique ukrainienne qui était favorable à une entrée du pays dans l'OTAN. Aujourd'hui, on doit être à 60 ou 70%. Et aujourd'hui, les fameux pays neutres auquel renvoie le terme finlandisation, dont la Finlande et la Suède, s'interrogent sur le fait de rentrer dans l'OTAN, justement, et de quitter leur statut de neutralité compte tenu de l'agressivité de la Russie. Et il y aura peut-être une négociation autour de ça. Il faudra que l'Ukraine ait toutes les garanties de sécurité qu'elle réclame, qu'elle soit partie prenante à la table de négociation, de même que l'OTAN, puisque l'OTAN en 2008 a dit que l'Ukraine avait vocation un jour, peut-être, à entrer dans l'organisation, et puis la Russie. Donc ça sera une négociation tripartite de ce type. Il n'y a pas de raison de ne pas en discuter si ça peut régler la crise. Et la France n'est pas la seule. D'ailleurs, le président Macron n'a pas dit ça. Il a répondu à une question, mais il n'a pas utilisé ce terme il conteste l'avoir dit. Finlandisation. Donc voilà, simplement, moi je crois que la question est plus compliquée que dans le cas de la Finlande, qui était une démocratie, et même très avancée, très sophistiquée, si vous voulez. Lui, Poutine, il déclenche aussi cette crise parce qu'il voit l'esquisse d'une démocratie s'installer
en Ukraine, en territoire qu'il considère comme russe. Et ça lui fait peur. Je rappellerai juste cette phrase que Vladimir Poutine a eue à l'adresse de l'Ukraine lors de la conférence de presse. Alors, c'est une traduction du russe. Il a dit que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, prends sur toi ma jolie, en parlant à l'Ukraine. Je voudrais revenir quand même à Emmanuel Macron. Il a un plan, Emmanuel Macron, qu'il a exposé lors de cette conférence de presse, un plan en 3 temps. D'abord, on fait baisser la pression militaire avec l'arrêt des manœuvres aux frontières de l'Ukraine et en Biélorussie. Ensuite, une discussion structurelle entre Union européenne et Russie sur des accords de sécurité communs. Puis après, la relance des accords de paix de Minsk, dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Marie, qui concerne la crise, le conflit dans le Donbass. Est-ce que ce qu'il a proposé va se faire, ou est-ce que Vladimir Poutine l'a écouté d'une oreille distraite en se disant « parle toujours, et puis je vais de toute façon, moi, gérer avec Washington, parce que finalement, l'Union, elle ne compte pas tant que ça ». Je ne sais pas. En tout cas, l'arrêt des manœuvres est normalement programmé. Il y a eu déjà des manœuvres il y a 1 an, je crois, puisqu'il y avait eu des manœuvres déjà le long de la frontière de l'Ukraine, en même temps que des manœuvres chinoises pas loin de Taïwan. Puis ces manœuvres ont pris fin et les troupes se sont retirées, mais comme l'évoquait Alain tout à l'heure, les troupes se sont retirées, mais l'infrastructure est restée. Il y a des manœuvres en ce moment en Biélorussie qui sont de façon très explicite, auxquelles répondent des, j'allais dire, micro ou mini-manœuvres de l'OTAN, puisque les États-Unis envoient un destroyer renforcer un petit peu la flotte en Méditerranée, qu'il y a également toute une série de manœuvres côté occidental, mais ça n'a pas l'ampleur de la Russie. Mais tout ça est programmé et normalement ça doit s'arrêter. Et les manœuvres ne sont pas éternelles, elles sont programmées pour un temps donné. Donc cette clause-là, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté pour l'atteindre. En revanche, l'autre clause, le processus de Minsk, Emmanuel Macron a raison d'essayer de s'y accrocher et de le réhabiliter. À charge cette fois pour les Ukrainiens de le respecter, mais de toute façon, ce qui comptera en effet pour Poutine, c'est le dialogue avec Joe Biden et le dialogue avec les États-Unis. Donc après, la question, c'est de savoir quel sera le degré de coordination entre les Américains et les Européens sur ce sujet. Moi, ce que j'observe, c'est que parmi les objectifs de Vladimir Poutine, si tant est qu'on puisse les rationaliser complètement, il y a l'affaiblissement de l'Union européenne. Et il y a aussi l'affaiblissement, ou en tout cas des contradictions au sein de l'OTAN. Or, là, ce qui s'est produit, c'est rigoureusement l'inverse. Il vient d'y avoir une déclaration du chancelier allemand qui a dit tous les efforts de la Russie n'entameront pas l'unité de l'Europe, même si, en effet, les uns ou les autres peuvent avoir des approches ici ou là un peu différentes. Le front reste un front commun. Et donc, il y a à la fois unité de l'Europe et puis il y a en même temps, quoi qu'on en pense... Enfin, unité de l'Europe au niveau franco-allemand, parce qu'effectivement, les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, mais est-ce que toute l'Europe est derrière Macron là ? Enfin, cela dit, les autres n'ont pas, j'allais dire, d'autonomie suffisante pour se mettre en travers. La réunion importante de ce point de vue-là, c'est Pologne, France, Allemagne. Et les trois ont réaffirmé leur plein accord, leur solidarité dans cette affaire. Et puis, vous avez aussi un renforcement de facto de l'OTAN. L'OTAN dont on disait, sous la plume d'Emmanuel Macron, qu'elle avait un encéphalogramme plat il y a de cela pas si longtemps, a repris vie au fond parce que Poutine s'est lancé dans ces manœuvres-là. Et donc, si son objectif était de diviser, pour le moment, il fait chou blanc. Vous avez la même analyse, Alain ? En voulant diviser l'Union, en voulant diminuer l'Union, il a fait finalement que la renforcer, Vladimir Poutine ? Sans doute, oui, sans doute, et même allons au-delà de ça, puisque des pays qui sont neutres, 2 pays de l'Union, comme la Suède et la Finlande, considèrent qu'il faut peut-être rentrer maintenant dans l'OTAN. En tout cas, moi, je ne peux pas critiquer ni le chancelier allemand, ni le président français, ni le président polonais de s'immiscer dans cette affaire. En termes juridiques purs, la présidence tournante de l'Union européenne n'a pas mandat pour représenter les 27 sur la scène diplomatique. Mais je pense qu'on ne peut pas à la fois passer son temps, comme nous le faisons ici à juste titre à ce micro, pour déplorer que l'Union européenne soit absente sur le plan politico-stratégique et ne pas approuver les essais que font les Européens. Et peut-être on verra un jour avec succès, j'en sais rien, notamment le président Macron et le chancelier Scholz et le président polonais pour forcer une présence européenne à la table de négociation. Et si les Russes sont acceptés, c'est pas uniquement par gentillesse ou pour faire un geste à l'égard des Français pour énerver les Américains ou énerver les autres Européens. C'est qu'il y voit aussi peut-être un canal possible de négociation ou de transmission de messages. On ne sait pas. C'est le on ne sait pas qui est important parce que c'est vrai que c'est impossible d'y voir clair. Moi, je ne sais pas situer
cette crise sur l'échelle de la gravité des crises précédentes. Par exemple, la crise de 1962 des fusées russes acheminées vers Cuba, ou bien encore la crise des années 80 avec les déploiements de missiles. Et cette formule magnifique de François Mitterrand, les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Et donc là, les missiles sont toujours à l'est, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment la situer parce qu'il y a un mystère sur ce qu'est vraiment Poutine. Dans l'Union soviétique, nous avions avec nous, et nous en avons connu un certain nombre, des kremlinologues. Mais nous avions des kremlinologues, des gens qui étaient capables d'analyser ce qui se passait au sein du bureau politique parce qu'il y avait une forme de collégialité dans le pouvoir soviétique, malgré tout, après Staline en tout cas. Et cette collégialité faisait qu'il y avait discussion, il y avait majorité, minorité, ainsi de suite. Là, Poutine est seul. Il est seul à doser les choses, comme si nous étions un peu, et les Russes avec nous, c'est joué. Et c'est toujours très angoissant d'avoir affaire à quelqu'un qui décide comme ça seul, sans garde-fou aucun, sans contrepoids aucun, parce qu'on ne sait pas justement jusqu'où il peut aller. Joe Biden disait il y a quelques heures encore, nous n'interviendrons pas militairement en Ukraine si l'Ukraine est envahie, parce que si nous intervenons, ce serait une troisième guerre mondiale. Donc ça situe en tout cas au niveau des États-Unis l'analyse que l'on peut faire de la gravité des choses. Maintenant, moi, encore une fois, j'y perds un peu mon latin. Vous sauriez la situer, vous, Alain, sur l'échelle de la gravité, cette Pour la situer sur l'échelle de la gravité, je crois qu'il faut faire aussi un compte-rendu de ce qui se passe en Russie, dans les médias, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Quel est le message du pouvoir russe à destination de la population ? Le message, c'est les États-Unis nous attaquent. Joe Biden veut la guerre. Et le scénario qui nous est donné est le suivant. C'est-à-dire, l'Ukraine va finir par rentrer dans l'OTAN, et une fois qu'elle sera dans l'OTAN, ils partiront à la reconquête de la Crimée. Poutine a raconté ça 2 fois, y compris en conférence de presse. Mais ce message est quotidien à la télévision russe, matraqué jour après jour sur toute la machine de propagande. Les sondages qu'il y a en Russie font que l'opinion publique est très largement convaincue de cette situation, que c'est l'Amérique, c'est Biden qui veut la guerre. Donc ça aussi, ça augmente la marge de manœuvre de Poutine, ça raconte quelque chose. Et je crois que ça situe cette crise très haut dans l'échelle du danger pour la situation stratégique en Europe. Très haut. Pour finir, un point anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça, si les présidents russes et français étaient si éloignés à la table des négociations de ce lundi, comme je disais, il y avait 4 mètres qui les séparaient, c'est parce que Emmanuel Macron n'a pas voulu se soumettre à un test PCR russe. Il est venu avec ses propres tests antigéniques et ses propres médecins. Il avait peur, dit son entourage, de voir son ADN entre les mains du Kremlin. Est-ce que c'est une chose qu'il réserve, un traitement qu'il réserve aux négociations avec les Russes, ou est-ce qu'il fait toujours ça, Emmanuel Macron, quand il se déplace ? Je ne sais pas, en tout cas c'est normal, c'est la normalité absolue. Le président français, quand il s'exprime en conférence de presse, il parle français. Je veux dire, ce sont des précautions absolument normales, me semble-t-il. Il ne doit pas y avoir beaucoup de précédents dans l'histoire de la diplomatie, puisque alors, il faudrait remonter très, très loin dans l'histoire pour voir quelles étaient les relations diplomatiques partant de pandémies. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, mais c'est une plaisanterie, hein, si il y a des gens qui sont chargés de goûter les plats avant que Vladimir Poutine ne les ingurgite ou ne les saisisse. Donc, à plus forte raison, on ne va pas demander au président de se faire tester sans précaution dans un pays où ce genre de scénario a repris vie, de façon très surprenante d'ailleurs. Mais ça, c'est vrai, parce que lorsque le président Poutine est venu à Versailles, invité par Emmanuel Macron, peu après l'élection d'Emmanuel Macron, je crois que c'était à l'occasion d'un anniversaire historique. De la visite de Pierre le Grand, de Pierre le Grand, voilà. En effet. Eh bien, les plats à Versailles ont été préparés par un très grand chef français, très renommé. Eh bien, l'équipe de sécurité de Poutine a exigé de goûter avant ceux qui viendraient dans l'assiette du président russe. Offense faite à Alain Ducasse, je crois que c'était lui le grand chef, en effet. Et de toute façon, qui a regardé la série The Americans se doute qu'il faut faire très attention quand on est en contact avec, en tout cas, les forces diplomatiques russes. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce point sur la situation entre Russie et reste du monde. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire chaque jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci, messieurs, et à la semaine prochaine. Merci, Christophe. Merci, Christophe.
Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.